Salut. Oui, merci en effet pour votre patience. On a eu des petits soucis techniques. Donc on est ravis à l'association Regard Nature d'accueillir 3 professionnels de santé. Pardon, je parle fort. Madame Mourieras, endocrinologue, le docteur Bertrand Isidore, généticien responsable de l'unité génétique au CHU de Nantes, ainsi que Madame Warid, diététicienne nutritionniste libérale et implantée au Cellier. Voilà. Comment nous allons nous organiser? Nous avions prévu 1 heure de table ronde où chacun de ces professionnels de santé vont s'exprimer, et ensuite une demi-heure pour que vous puissiez échanger avec eux. Voilà, on fera circuler le micro. Voilà, donc ça débordera donc du coup un peu après-midi si vous êtes d'accord. Nous allons démarrer de suite, sans plus attendre, par Madame Mourieras. Et je vais faire la technique puisque vous allez avoir à chaque fois des supports en fait, visuels qu'ils ont préparés pour appuyer leurs propos. Bonjour, je suis le docteur Mourieras, je suis endocrinologue. Dans un premier temps, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous passer des images et voilà. Ces feuilles-là, cette feuille, à quel arbre appartient-elle? Très bien. La suivante, ça va défiler très vite. Celle-là? Très bien. Oh là là, j'ai affaire à des connaisseurs. Hein. Celle-là? Sorbier des oiseleurs. Celle-là? Cèdre, c'est dans les résineux. Celle-là? Oui, puis if, pin. Celle-ci? Facile, hein? Celle-là? Bouleau, très bien. Vous avez été en fait aux plantes avant de venir pour réviser, c'est ça? Ouais, je savais. Celle-là? Ouais. Celle-là? Oui, celle-là? Sureau, bravo. Celle-là? Lacoste? Ok. Celle-là? Oui. Celle-là? Ça va vite là, hein? Vous êtes talentueux. Oui. Celle-là? Oui. Celle-ci? Armani. Celle-ci? Celle-ci? Vuitton. Et celle-ci? Oh, c'est marqué, hein? Vuitton. Ok. Il y en a une autre? Oui, celle-là? Yves Saint Laurent. Ok. Tout ça pour vous faire prendre conscience que finalement nous sommes très très connectés, mais plus connectés à des marques. Hein. Les enfants aux États-Unis connaissent bien plus de marques, ne connaissent absolument pas ni les oiseaux qui chantent, ni les arbres. Et nous sommes connectés à nos écrans. Plus nous sommes connectés à nos écrans, plus nous sommes connectés aux marques, et moins nous sommes connectés à la nature. Pourtant, nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature. Vous pouvez mettre la diapo suivante? Encore une? Voilà. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'avais été fascinée par les mitochondries, qui sont des organismes intracellulaires. Il y en a 2000 par cellule,
Et ces organites, en fait, étaient extracellulaires il y a des millions d'années, et elles ont colonisé le vivant. Ce sont les usines qui produisent de l'énergie dans nos cellules. Il y en a 2000, donc, et si vous n'en aviez pas, même avec l'heure de changement ce matin, vous n'auriez pas réussi à vous lever. Elles sont essentielles. La suivante, encore, merci. Et nous avons également des bactéries. Je n'ai jamais vu dans mes études de médecine quelqu'un compter les cellules du corps, mais il semblerait, comme ça à la louche, hein, pas à la cellule près, qu'il y ait 3 fois plus de bactéries à l'intérieur de nos corps et sur nos corps que de cellules. Et ces bactéries sont absolument essentielles. Vous avez entendu parler du deuxième cerveau où elles ont un rôle, et sur la peau, elles protègent bien entendu des bactéries pathogènes. Donc le vivant consiste en un maillage avec une interdépendance. Et donc nous sommes ce vivant. Si nous n'arrivons pas à nous reconnecter à ce fait scientifique, hein, nous n'arriverons pas à nous protéger des perturbateurs endocriniens, etc. Et de protéger également la nature. La suivante, encore, voilà. Il y a une autre notion qui me paraît assez essentielle que je voulais vous expliquer ici, c'est l'amnésie générationnelle. Lorsque l'on demandait à un pêcheur en 1900 quel était un grand poisson, il parlait d'un poisson d'1 mètre et de 60 kilos. En 1920, 80 cm et 40 kg. En 1960, 50 cm, 30 kg. Enfin, vous avez compris le système. En 2020, 10 cm, 5 kg. Voilà. Vous vous souvenez sans doute, vous pouvez passer la suivante, vous vous souvenez sans doute, quand vous étiez enfant, des insectes qui s'écrasaient sur les pare-brises. Quand on faisait des longues distances, mon père me disait, il y a 1 an, il n'y a absolument plus d'insectes sur le pare-brise, même si je roule pendant un certain temps. Ils ont disparu. Les enfants ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas observé ce phénomène. Il y a donc une espèce d'amnésie générationnelle. Et si nous n'avons pas conscience de ce que nous perdons, nous ne pouvons pas initier un changement. La suivante. Nous avons une vision de la vie centrée sur nous. Hein, nous sommes c'est l'ère de l'anthropocène. Cohabiter, c'est toujours habiter au milieu d'autres formes de vie. Notre manière d'habiter est une manière de refuser aux autres vivants non humains le statut d'habitant. Baptiste Morisot. Quelle place donnons-nous à ce non-humain, hein, qui est vivant pourtant? La suivante. Alors je vais vous dire 2 mots sur l'histoire des perturbateurs endocriniens, parce que cette histoire est assez récente. Il y a eu toute une série de découvertes qui ont mené à ce terme de perturbateur endocrinien, ce qui n'était pas évident dans un premier temps. Donc la suivante, voilà, c'est Rachel Carson. Si vous êtes un petit peu branché sur l'écologie, vous avez probablement dû entendre le nom de ce livre, Le printemps silencieux, et peut-être même lu. Il est absolument magnifique. Elle avait tout dit en 1962. Rachel Carson était une biologiste marine, donc elle s'intéressait à la faune marine. Et puis, un jour, elle a dit « Mais le printemps est devenu silencieux, elle n'entendait plus les oiseaux. » Donc elle a quitté la mer pour aller du côté terre, et elle a étudié les oiseaux. Elle s'est rendue compte d'un certain nombre d'anomalies chez eux qui ont fait que les populations d'oiseaux se sont effondrées. Elle a fait des recherches. La suivante. Et elle a imputé cette chute des populations d'oiseaux au DDT, qui est une substance que vous connaissez, qui est interdite à l'heure actuelle. Alors le DDT, c'est un produit qui a été créé en 1873, qui est tombé dans les oubliettes, et puis en 1939, ça vous dit probablement quelque chose, cette date, il a été utilisé notamment par un biologiste, monsieur Muller, pour ses vertus insecticides. Il a contre les moustiques et les poux qui donnaient le paludisme et le typhus, et il a été donné à des soldats. La suivante,
Dans l'après-guerre, en fait, on a découvert ses propriétés insecticides et fongicides et il a été pulvérisé, vous le voyez, de façon généreuse, la suivante, et sans vraiment grande protection. Hein. Ces deux jeunes hommes, je ne sais pas quel a été leur avenir. Donc ça a permis de nourrir quand même les populations d'après-guerre et c'était quelque chose de très important, une révolution. Monsieur Müller a reçu le prix Nobel de médecine en 1948. La suivante. Donc c'est en 1962 que Madame Carson a écrit son livre Printemps silencieux et ensuite le DDT a été interdit. Alors ensuite, il y a eu un certain nombre d'observations par des scientifiques. Hein. Vous voyez que la science est quand même très attaquée en ce moment. Pourtant, c'est un pilier fondamental de nos sociétés. Il faut la défendre. Et en 1970, alors attendez, je m'y perds là dans mes notes. Dans le bassin d'Arcachon, on se rend compte en fait que des populations d'huîtres s'effondrent et que des gastéropodes ont des anomalies au niveau de leur système de reproduction, donc ne peuvent plus se reproduire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du tributylétain dans les peintures anti-salissure utilisées pour les coques de bateaux. Et du coup, ça se déversait dans l'eau et ça atteignait ces populations-là. Ça a été interdit en 1970. Et les populations d'huîtres sont remontées. La suivante, donc là c'était 60, Rachel Carson, 70, tributylétain, 80. C'est un zoologiste, Lou Guillemette, en Amérique, qui observe que chez les alligators, il y a des anomalies au niveau de leur système reproducteur, et avec une chute du nombre d'alligators dans les grands lacs, suite à un accident du dicofol, qui était un insecticide proche du DDT qui avait été déversé dans les eaux du lac de façon accidentelle. Là, vous voyez, le DDT est interdit, mais hop, on sort le dicofol. Hein, c'est une pratique des industriels qui est problématique. La suivante, en 1990, Anna Soto, qui était une chercheuse argentine qui travaillait sur des cellules mammaires de souris qui utilisaient des contenants en plastique, s'est rendu compte que ces cellules réagissaient comme si elles étaient soumises à des œstrogènes. Et donc elle demande au fabricant ce qui a changé dans le contenant en plastique. Dans le contenant en plastique, en fait, celui-ci ne veut pas lui indiquer la formule du contenant. Donc elle va passer une année à chercher ce qui s'est passé et elle découvre des dérivés phénoliques. Donc vous avez probablement dû entendre parler. Bisphénol A, ça vous dit quelque chose, hein, si vous êtes là. Voilà, et donc le bisphénol A a été interdit, notamment dans le biberon des enfants. Mais il y a eu le bisphénol A qui a été interdit. On a sorti le bisphénol S et F qui sont peut-être même plus toxiques que le A. Bon. Diapositive suivante. Alors, donc là on est en 90 et en 91, la conférence de Windspread. Une femme encore, Theodora Colborn, qui est zoologiste, qui a observé également une féminisation croissante des animaux des Grands Lacs, lance un appel à la communauté scientifique et une vingtaine de scientifiques se réunissent à Windspread et le terme de endocrine disruptor est né, perturbateur endocrinien. C'est l'appel de Windspread qu'il signe à l'unanimité. Il pense qu'il y a effectivement, avec des substances issues de la pétrochimie, des problèmes, des interactions avec le vivant et des conséquences. Cet appel est fondamental et révolutionnaire, et en fait, ce ne sera qu'en décembre 1996 que la Commission européenne validera l'appel de Windspread. La suivante. Alors, est-ce que chez l'homme, ça pourrait arriver, ces perturbations endocriniennes? On peut se poser la question, bien comme je vous ai indiqué tout à l'heure, nous faisons partie du vivant. Donc, oui, bien sûr, et nous avons eu un exemple in vivo, que vous connaissez probablement, le distilbène,
œstrogènes de synthèse. 200 000 femmes ont été traitées pendant un certain nombre d'années, et pour prévenir les fausses couches spontanées du premier trimestre. En fait, dès 1953, une étude avait montré qu'il n'y avait pas d'effet du distilbène sur les fausses couches spontanées, mais on a utilisé le distilbène jusqu'en 1977, date à laquelle un médecin fait le lien entre des cancers du vagin très rares chez des femmes toutes jeunes, 20 ans, qui étaient en fait les filles des enfants distilbène, c'est-à-dire leurs mères ont reçu du distilbène pendant le premier trimestre de grossesse. On s'est rendu compte ensuite que les deuxième générations et puis les troisième ou quatrième générations sont actuellement en étude, je ne sais plus compter. Voilà. La diapositive suivante. Alors, ça c'est la tragédie de Seveso, qui est une petite ville du nord de l'Italie. En 1976, il y a eu une explosion dans une usine de production d'un insecticide. Il y a eu de gros problèmes au niveau des animaux. Beaucoup d'animaux sont morts. Et une directive, dite la directive Seveso, a été mise en place en 1982, alors que cet accident s'est passé en 1976. Là, vous voyez le délai de réaction pour réglementer ces affaires-là. Voilà la suivante encore, la suivante, voilà. Je vous dis deux mots sur le mécanisme d'action des perturbateurs endocriniens. C'est un mécanisme en fait qui est tout à fait particulier. Alors d'abord, qu'est-ce que les hormones? Ce sont des toutes petites molécules qui sont sécrétées par votre organisme et qui vont agir sur à peu près tout, du développement du fœtus au maintien de votre température corporelle, mais également des actions bien sûr reproductives sur toutes les hormones de l'organisme. Donc le perturbateur endocrinien perturbe soit le message en bloquant l'action de l'hormone, soit en empêchant sa fabrication ou sa destruction. Et la suivante, donc voici la définition de l'OMS. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le perturbateur endocrinien finalement n'est pas une entité physique, ce n'est pas une molécule, c'est un mécanisme d'action qui modifie le fonctionnement de notre système hormonal. La suivante. Voilà, avant on utilisait cette définition de Paracels, tout est poison et rien n'est sans poison, la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison. C'est-à-dire que c'était dose dépendant, tous les toxicologues connaissent cette formule-là. En fait, cela ne s'applique absolument pas au niveau des perturbateurs endocriniens, et ça c'est un gros problème parce que les industriels continuent à dire que, non, en fait, en fonction de la dose, non. Ça ne marche pas comme ça pour les perturbateurs endocriniens. La suivante. Donc quelques grands principes en deux mots. Donc piratage du système endocrinien, je vous en ai dit deux mots déjà. Il y a des fenêtres de vulnérabilité, et ça je pense que c'est le point essentiel à retenir de ce topo, c'est que à certaines périodes de nos vies, nous sommes effectivement plus sensibles à l'effet des perturbateurs endocriniens, avant la conception, le fœtus, les 1000 premiers jours, la puberté, la ménopause, mais aussi comme nous sommes malades, il faut faire attention. La suivante, il y a un effet qui peut être différé, et avoir des effets plus tard dans le temps, parce qu'ils sont stockés dans le tissu adipeux. Donc par exemple, si vous maigrissez, vous pouvez relarguer beaucoup de perturbateurs endocriniens. Il y a des effets qui sont à très petite dose, même infinitésimale, et les industriels jouent dessus en disant mais non, regardez, ça ne peut pas être ça, à tant de nanogrammes, ça n'a pas d'effet. Si, en fait, c'est parfois indosable. Et parfois à des doses plus fortes, le perturbateur endocrinien ne va pas avoir d'effet. L'effet cocktail, alors ça aussi c'est un point qui est extrêmement particulier. Une molécule
dont on va étudier s'il y a un effet perturbateur endocrinien ne peut pas l'être quand elle est isolée, et le devenir avec certaines molécules et pas avec d'autres. Ça, c'est l'effet cocktail. Il n'y a jamais d'études sur l'effet cocktail, puisque bien sûr nous sommes soumis, les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement, et nous ne pouvons pas étudier toutes les molécules. Une bioaccumulation, ça je vous en ai parlé, et il peut y avoir une transmission aux générations suivantes, je vous en ai parlé également. Voilà, et je vais céder ma place au docteur Isidore. Sorti d'une grande revue de médecine, pardon. Et donc depuis 50 ans, vous voyez, l'incidence des cancers pédiatriques, c'est plus 35%. La fréquence de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, donc c'est-à-dire l'autisme, le trouble de l'attention, déficience intellectuelle, en France, mais dans le monde en fait, ça serait de 1 personne sur 6. Et les troubles du spectre autistique, 1 personne sur 36. La prévalence de l'asthme pédiatrique a triplé et l'obésité quadruplé. J'ai fait juste une petite diapo sur le cancer, alors, là aussi qui n'est pas du tout ma spécialité, mais pour vous donner quelques chiffres qui interpellent, il me semble. Donc il y a une revue récente en septembre 2025 dans le Lancet qui classait la France au second rang mondial par rapport à l'incidence des cancers. Et alors pour les cancers pédiatriques, je vous mettais sur la diapo précédente, mais vous voyez aux USA sur la période 75-2019 plus 32%, et dans la région Île-de-France, une région dans laquelle il y a des registres et donc une épidémiologie qui est mieux faite que dans le reste de la France, c'était plus 26%. Et par exemple pour les cancers adultes, vous voyez, pour les tumeurs cérébrales, entre 1990 et 2018, l'incidence a doublé à 40 ans, et c'est x7 pour les hommes et x22 pour les femmes à l'âge de 81 ans. Donc voilà. Et pour le cancer du pancréas, en 30 ans, le nombre de cas quadruplé chez les hommes et x5 chez les femmes. Alors, il y a eu récemment des polémiques par rapport à ces chiffres-là, et parce que bien sûr, on constate cette augmentation des incidences sans forcément identifier un facteur précisément. Du coup, il y a un débat plus ou moins par rapport à la cause ou les causes de ces augmentations d'incidence. Et parfois, ce qui est discuté dans certains journaux notamment, c'est le tabac et l'alcool qui seraient la cause de ces augmentations. Sauf que en fait, là, ça a plutôt tendance à diminuer sur ces mêmes périodes de consommation de tabac et d'alcool. Donc ça paraît assez peu probable qu'on puisse attribuer ces augmentations au tabac et à l'alcool. Oui, là je vous ai juste mis, c'est exactement ce que je vous mettais avant, mais comme ça vous avez la source devant les yeux, c'est Santé publique France. Donc vous voyez, c'est l'incidence des tumeurs cérébrales chez les hommes, par exemple vous voyez à 40 ans entre 1990 et 2018, donc x 2,5. Et à 80 ans, ce que je disais, dans les années 90, c'était 2,9, et on passe à 20,4, donc un ratio x 6,9 entre 90 et 2018 à l'âge de 80 ans. Et puis il y a un peu pareil pour les femmes. Donc à moins de penser qu'on est plus vieux en 2018 au même âge qu'en 1990, il y a quand même peut-être une cause ou des causes à identifier. Et puis là aussi, parce que ça peut surprendre les chiffres que je donne, mais donc par rapport aux troubles du neurodéveloppement, bon, j'avais donné la source, un grand journal de médecine, mais là c'est les chiffres du gouvernement, donc 1 personne sur 6. Alors là aussi c'est discuté, peut-être que c'est mieux recensé, peut-être que tout n'est pas lié à l'environnement, mais c'est quand même une fréquence qui est troublante.
la prise de conscience, en tout cas personnelle, de ces problématiques par rapport aux anomalies de développement, elle est assez récente. Et en fait, parce que je n'étais pas forcément informé de tout ça il y a quelques mois, on va dire. Il y a 2 ans, dans le monde, mais aussi il y a eu des communications par la radio, de la mise en place d'une consultation à Amiens de pathologie du développement en lien avec les pesticides dans le cadre de pathologies professionnelles. Et donc le docteur Chameau, c'est un médecin du travail. Et donc il voit des familles, en tout cas des enfants qui ont une pathologie donnée, et des parents qui sont notamment, qui peuvent être par exemple agriculteurs, et il établit un certificat indiquant que la pathologie pourrait être en lien avec l'exposition maternelle, notamment aux pesticides. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut paraître un peu étonnant, parce que je vous disais, au niveau individuel, on n'a pas de moyen d'avoir la preuve de la causalité entre telle cause environnementale et la survenue de malformation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la médecine du travail, il n'y a pas besoin de mettre en évidence la cause. Et par exemple, un exemple assez classique, c'est par rapport à l'amiante. Si vous avez un cancer lié à l'amiante et que vous avez une profession qui est exposée à l'amiante, ça va être reconnu comme maladie professionnelle parce que c'est reconnu au tableau de maladie professionnelle. Et donc là, la démarche est un peu la même. Depuis, je vais vous en parler un peu après, qu'il y a eu sur un plan scientifique la reconnaissance d'un lien entre une exposition maternelle et certaines malformations. Si le médecin du travail, lui, établit que la malformation, il y a une présomption forte d'un lien avec l'exposition maternelle, et bien du coup la famille peut être indemnisée sans forcément apporter la preuve de la causalité. Je ne sais pas si je suis clair. Bon. Donc moi ça m'a un peu surpris, mais du coup j'ai compris comment ça avait été mis en place. Et puis après, vous pouvez passer. J'ai découvert ce rapport que je ne connaissais pas. Donc c'est une analyse faite par des spécialistes de l'INSERM sur l'épidémiologie notamment, qui avaient déjà en 2013 fait un premier rapport et établi des corrélations entre différents problèmes de santé et les pesticides. Mais du coup en 2021 il y a eu des nouvelles données. Peut-être que vous pouvez passer après. Donc il y a des nouvelles données, et suite à ces nouvelles données, ces scientifiques ont établi qu'il y avait probablement un lien entre une exposition maternelle et la survenue de différents problèmes de santé chez l'enfant. Et donc c'est des cancers, c'est leucémie, tumeur cérébrale, des malformations de la verge, ce qu'on appelle l'hypospade, les troubles du neurodéveloppement, donc il y a aussi les fentes labiopalatines, mais ça avait déjà été indiqué en 2013, et j'en oublie un, ça m'en viendra. Et dans le même temps, il y a une loi de financement de la sécurité sociale en 2020 qui a financé un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Alors, depuis que ce fonds est créé, c'est principalement des agriculteurs qui demandent à être indemnisés par ce fonds, parce que par rapport aux maladies professionnelles, il y a plusieurs pathologies qui sont enregistrées comme maladies professionnelles pour les agriculteurs, notamment lymphome, myélome, syndrome parkinsonien. Mais aussi, depuis qu'il y a cette revue d'INSERM en 2021, je vous disais, certaines familles peuvent être adressées à ce fonds dans un but d'indemnisation suite à tel ou tel problème de santé qui est reconnu chez l'enfant comme pouvant être en lien avec une exposition maternelle professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une des premières personnes à être indemnisée dans ce cadre, c'est Laure Marivin, qui est une femme fleuriste, dont la fille est décédée d'une leucémie. Donc, elle a été indemnisée par ce fonds, et c'est une des premières dans ce cadre-là, donc pour un problème chez l'enfant lié à une exposition maternelle.
Et donc, suite à ça, à Nantes, ce qui nous apparaît le plus important, finalement, c'est plutôt de prévenir. Parce que finalement, les familles, il y a assez peu de familles qui souhaitent faire toutes les démarches qui sont assez complexes pour être indemnisées, et puis c'est pas forcément leur souhait, surtout au moment où l'enfant a un problème de santé. Et puis, en plus, nous aussi, en tant que professionnels de santé, à partir du moment où, sur un plan scientifique, il y a un lien clair qui est établi entre un problème environnemental et des problèmes dont on s'en occupe, parce que c'est finalement, en tant que généticien, je vous disais, on voit ces enfants. Ce qui nous a paru important, c'est finalement de prévenir ces familles. Non seulement l'existence d'un fonds, et donc on a créé, comme à Amiens, une consultation qui permet d'orienter ces familles vers la médecine du travail. Mais surtout, ce qui nous a paru important, c'est de prévenir. Et donc dans ce cadre-là, on a fait ce document que vous trouverez à l'entrée, qui comporte des recommandations préconceptionnelles. Parce que maintenant, c'est assez bien connu, il y a ce concept des 1000 premiers jours qui comprend la grossesse, qui comprend plein de recommandations environnementales, dont l'alimentation biologique. Mais ça, c'est surtout pour la grossesse. Et en fait, dans le document, nous, ce qu'on dit, c'est que la grossesse, c'est très bien, mais en fait, il faut surtout, probablement, s'en préoccuper avant d'être enceinte, parce que pour certaines malformations, notamment les fentes du visage, c'est une malformation très précoce au cours du développement embryonnaire. Et donc finalement, lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, c'est déjà le visage, une partie du visage est déjà formée. Donc en fait, c'est déjà trop tard par rapport à ça, en tout cas. Donc, comme nous, en tant que généticiens, on voit souvent des couples avant d'avoir des enfants. On pensait que ça pourrait être intéressant de les prévenir de ces problèmes environnementaux. Et pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'il y a aussi, je ne vais pas détailler là, mais il y a aussi des arguments scientifiques assez forts pour penser qu'une exposition paternelle à des facteurs environnementaux toxiques, notamment l'alcool, certains médicaments, a un rôle sur la spermatogenèse, de façon quantitative, c'est sûr, mais aussi, probablement aussi, que ça peut avoir un rôle sur le plan de développement embryonnaire. Donc, ces recommandations, elles concernent l'homme, la femme, et avant la conception. Et l'autre élément, je ne sais pas si j'ai encore du temps, je sais pas. Oui. L'autre élément qu'on a souhaité développer, là c'est pour la grossesse, c'est un projet d'ordonnance verte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par la ville de Strasbourg il y a plusieurs années, et maintenant il y a plusieurs milliers de femmes à Strasbourg qui ont pu bénéficier de ce dispositif qui consiste à donner des paniers bio aux femmes enceintes lors de la grossesse, accompagnées d'informations environnementales plus larges. Alors là, on arrive après la conception, mais néanmoins, je vous disais, il y a peut-être un rôle entre ces facteurs environnementaux et les troubles du neurodéveloppement, donc là, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Et donc, ça nous a paru important que ce dispositif soit connu. Et donc il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde, signée par plus de 1500 scientifiques, notamment les médecins, sages-femmes, pédiatres en France, mais principalement de la région, pour faire valoir ça, surtout avant les municipales. Je ne sais pas si au Cellier ça sera mis en place. Mais c'est peu cher, parce que finalement ça consiste à donner des paniers bio à de l'ordre de 20 €, ça peut être un par mois pendant la grossesse, après c'est en fonction du budget local, et ça a sûrement beaucoup d'intérêt plus large que finalement même la femme concernée. Et en plus, on a la chance, dans le département de Loire-Atlantique, qu'il y a des agriculteurs qui sont mobilisés pour aider à mettre en place ce dispositif. Donc on pourra en discuter si vous le souhaitez. Puis l'autre chose qui est marquée, qui est intéressante aussi, c'est qu'au CHU Nantes, on a arrêté les biberons en plastique. Maintenant, biberons en verre qui sont donnés à la maternité. Parce que là aussi, les plastiques, c'est sûrement aussi une cause de différentes pathologies. Donc, mais ça, ça va bien avec la suite, parce que finalement, tous ces facteurs-là, il y a quand même une grande partie qui est liée à l'alimentation. Et donc,
c'est toi qui vas détailler cette partie, je crois. Merci. Donc vous retrouverez en effet sur la première table les flyers édités par le CHU de Nantes. Et merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et nous passons la parole du coup à Madame Ouari, diététicienne nutritionniste, et je lance. Alors bonjour à tous. Je suis venue ici du coup pour parler de l'alimentation et des perturbateurs endocriniens, sachant que l'alimentation c'est la source principale des perturbateurs endocriniens, notamment aux substances qui sont contenues dans les emballages et les pesticides. On estime à peu près à 40% des légumes non bio contenant des résidus de pesticides. Je te laisse la diapo suivante. Selon l'enquête de Génération Future sur les aliments non bio vendus en France, sur 1996 échantillons, il y a 137 substances actives différentes et 62% présentent au moins un résidu de pesticides détecté. Donc dans les légumes, c'était 56% de pesticides classés CMR, donc cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Et là où il y en avait le plus, c'était les fruits contenant, où il y avait des cerises, citrons verts, clémentines, mandarines. 23% pour les légumes, pour tout ce qui est fenouil, salade, courgettes, poivrons. Les vins représentaient 32% et 17% pour les céréales. Je te laisse la diapo suivante. Et les pesticides jugés perturbateurs endocriniens, 67% des fruits en contenaient au moins un. Et vous verrez, il y a souvent les mêmes fruits qui reviennent. Donc clémentines, mandarines, raisins, les prunes. 32% dans les légumes, dont le concombre qui était à 62%. Et les céréales et les vins à 32 tous les deux. Ça peut être la diapo suivante. Ah non, juste avant, pardon. Et sur tout ce qui est contenu de pesticides avec des PFAS, 34% de fruits en contenaient au moins un. Et pareil, on revient souvent aux cerises, fraises, raisins. Les légumes, 21%, et les céréales, 6 et 20, 10%. Donc c'était souvent les mêmes que vous pouvez revoir à chaque fois. D'où l'intérêt, en fonction de votre budget, et pour ceux qui ont peut-être des petits budgets, de favoriser plutôt les légumes qu'on a cités, les fruits qu'on a cités, plutôt privilégiés en bio. Et pour ceux qui étaient non notés, si le budget n'est pas là pour acheter du bio, acheter du conventionnel. La diapo suivante, merci. Là, on va parler un peu plus concret, tout ce qui est emballage, plastique dans la cuisine et comment vous pouvez faire aujourd'hui pour réduire ces risques, sachant que le risque zéro, il n'existe pas. Vous pouvez seulement diminuer l'exposition. Donc pour tout ce qui est alimentation, les conseils, ce sera toujours de favoriser le fait maison, limiter les aliments ultra transformés. On sait qu'il y a dedans, on peut retrouver pas mal d'additifs dedans. Favoriser les circuits courts et tout ce qui est label, agriculture biologique. Le plus important, c'est de varier son alimentation. Ça permet de diluer les expositions et de pas toujours... le fait de manger toujours les mêmes légumes, vous allez augmenter vos chances en fonction de comment vous les achetez. Favoriser les petits poissons que les gros, parce que la dose est très importante sur les gros, vu que c'est les premiers de la chaîne alimentaire. Et favoriser les viandes provenant d'élevages nourris avec de l'herbe, des céréales bio. Et surtout, là c'est mon métier de diète qui va ressortir, augmenter la part des végétaux dans votre assiette, car il n'y en a pas assez suffisant, en tout cas de ce que je vois moi dans mes consultations. Et apporter une vigilance plutôt sur les enfants, car ils sont plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens. Et aussi commencer à faire toutes ces petites démarches en fait même avant conception, avant d'envisager même d'avoir un enfant. Pour tout ce qui est autre
ça joue un peu avec l'alimentation, la cuisine, mais tout ce qui est emballage plastique, favorisez toujours qu'est-ce contenant en verre, en inox. Attention particulièrement au plastique réchauffé, surtout si dans le contenu c'est un liquide ou un corps gras, c'est là où les pesticides vont être plus transmissibles, et en plus si votre plastique il est un peu abîmé, vous allez aggraver la chose. Et le micro-ondes, encore un peu plus. Donc en cuisine, favorisez tout ce qui est fonte, inox. Pour tout ce qui est papier cuisson, favorisez le papier cuisson écologique ou blanc, et essayez de délaisser petit à petit l'aluminium. Donc pour le barbecue cet été, avec les beaux jours, essayez de favoriser plutôt le papier cuisson et d'autres modes de cuisson. Et tout ce qui est hors plutôt alimentation et cuisine, je vais faire un point sur tout ce qui est produits d'hygiène corporelle, cosmétiques, produits ménagers et textiles, et les produits d'aménagement. Pour tout ce qui est hygiène corporelle et perturbateurs endocriniens, là on va parler plutôt de tout ce qui est plutôt enfant, d'éviter tout ce qui est lingettes et crème pour le corps, et tout ce qui est agents moussants. Présent, que ce soit dans les savons, dans les parfums, dans les shampoings. L'objectif c'est d'acheter des produits où il y a le moins d'ingrédients possible et favoriser les labels comme Cosmo Organique, Naturel, Écocert, Nature et Progrès. Voilà, il y en a plein d'autres. Pour tout ce qui est produits ménagers, il faut savoir que l'air intérieur que nous respirons est l'air intérieur que nous inspirons, 80% de notre temps est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur, d'où l'intérêt d'aérer sa maison le plus régulièrement possible, 15 minutes par jour, c'est déjà un bon début. Avoir des produits le moins odorants possible, et favoriser pareil les labels, Écolabel, Écocert, Nature et Progrès qui peuvent vous aider. Pour tout ce qui est textile, favoriser les vêtements d'occasion que le neuf. Le coton doux, absorbant et bio est recommandé. Et si vous avez l'achat d'un vêtement nouveau, le laver en première intention avant de le porter. Et vous pouvez aussi favoriser certains labels qui existent dans le textile. Pour tout ce qui est ameublement, dans les boîtes, il y aura toujours un étiquetage de produits sur l'émission des produits sur l'air intérieur de A plus à C, avec des valeurs de jour à respecter avant de rentrer dans une pièce. Donc généralement les peintures, c'est pendant 28 jours, il ne faut absolument pas vivre dans la pièce et l'aérer le plus souvent possible. Aérer, laver et aspirer toute forme de textile que vous pouvez avoir dans la maison, que ce soit le tapis, le canapé, c'est de passer régulièrement un coup dessus. Et tout ce qui est nouveau meuble que vous pouvez acheter, c'est toujours le déballer à l'extérieur ou dans votre garage et le laisser au moins un minimum de 4 heures. C'est le minimum, on va dire, pour que toutes les substances puissent s'évaporer. Et privilégier tout ce qui est bois massif, les essences locales, le mobilier de seconde main. Et pareil, il existe aussi des labels dans tout ce qui est ameublement. Et juste une petite note sur tout ce qui est les produits hypoallergéniques. Ça ne veut pas dire que c'est marqué hypoallergénique, que c'est sans perturbateurs endocriniens. Ça ne veut absolument rien dire, sauf si c'est labellisé. Vous avez pu voir à l'entrée de la table, il y a plein de feuilles sur une table. C'est des fiches pratiques qui ont été faites par WSCF France. Il en existe à peu près 18 qui sont en libre accès en téléchargement. Donc vous pouvez très bien aller sur le site où vous pouvez déposer votre adresse mail sur la feuille. Moi je vous enverrai seulement les petites plaquettes sur bien manger pour ma santé et tout ce qui va être quand je fais mes courses. Et il y en a plusieurs dedans qui seront dedans. Et il y aura aussi, que vous retrouvez sur le site, tout ce qui est cosmétique, les vêtements d'enfants, les perturbateurs endocriniens et les cosmétiques bébés que vous pouvez retrouver sur le site. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Du coup, on va vous passer la parole si vous avez des questions. Je vais vous faire circuler mon micro. Voilà.
Oui, j'ai une petite question concernant une découverte en fait auprès du grand public récemment dans les articles tels que Le Monde, mais pas que, au sujet des métaux lourds qu'on trouve aussi dans l'alimentation à travers en fait les terres agricoles sur lesquelles on fait pousser nos fruits et légumes. Et ce cadmium, en fait, excusez mon accent, là ça provient en fait par le fait que la France importe des engrais venant des sols au Maroc, qui sont des sols très phosphatés. Et alors qu'il y a d'autres pays en Europe, notamment nordiques, qui ont d'autres ressources d'engrais, et ils ont beaucoup moins ce problème-là. Et il y a détection maintenant. Depuis plusieurs années, l'ANSES avait tiré la sonnette d'alarme d'un dépassement des seuils réglementaires, même au niveau européen, extrêmement fort, en France notamment. Je voulais juste une question de savoir si vous avez aussi, en tant que spécialiste dans le milieu de la santé et hospitalier, si vous avez effectivement rencontré ce sujet de cadmium. Alors, je vais pas pouvoir vous renseigner plus, parce que moi aussi, les informations, elles viennent comme vous de la lecture du Monde, alors je vais pas avoir de renseignements supplémentaires par rapport à ce que vous savez déjà, je suis désolé, mais après, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que c'est sûrement un facteur parmi d'autres facteurs, mais de façon individuelle, non, au CHU, on dose pas le cadmium pour tel ou tel problème de santé, donc je peux pas vous dire que c'est quelque chose qui est dosé dans telle ou telle situation médicale aujourd'hui. Maintenant, ce qui semble assez clair, c'est ce que vous disiez, c'est que la France elle a l'air d'être la première pays exposé via les engrais, et je vous disais, la France elle est premier mondial dans l'incidence de cancer après Monaco. Après, est-ce que tout est lié au cadmium? Sûrement pas, mais ça peut être sûrement, ça peut être un des facteurs. Parce que c'est donc une molécule qui est classée comme cancérigène. Merci. Une autre question, remarque? Alors, je vais aller là. Oui, et juste, je dirais en complément que pour se protéger, du coup, comme le cadmium est dans les céréales, il faut essayer de manger des légumineuses, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, ce qui augmentera la ration protéinée végétale, et ça vous permettra en plus de diminuer votre apport en viande, ce qui est intéressant pour le climat et pour l'eau. Moi, je voulais poser une question sur la génétique. Est-ce que ça veut dire que les perturbateurs endocriniens qui vont entraîner une anomalie, par exemple, vous avez parlé de la fente labiale ou de la stérilité, est-ce que ça veut dire que de génération en génération, ce sera inscrit sur le chromosome ou en périphérie? J'ai entendu parler un peu de l'épigénétique, est-ce que c'est ça? Et qui fait qu'on va retrouver dans les enfants, ça peut se comprendre si c'est pendant la période périnatale, mais pour les petits-enfants, par exemple, parce que ça veut dire que ça s'inscrirait sur les chromosomes, les malformations, les défauts, L'action de ces polluants, ça n'a pas été prouvé que c'était via une action sur les gènes ou les chromosomes pour la survenue de malformations. C'est probablement justement indépendant d'une action en tout cas directe sur les chromosomes. Après, est-ce que ça peut modifier de façon, ce qu'on appelle épigénétique, l'expression de gènes et être responsable d'anomalies de développement? Je crois pas qu'il y ait ça soit vraiment prouvé le mécanisme. Par exemple, pour les fentes, ce qui a été montré, c'est que ces facteurs-là ont probablement un effet via des études épidémiologiques surtout, mais le lien mécanique
la causalité, il n'y a pas de mécanisme vraiment démontré. Et après, sur le plan d'un effet comme ça, transgénérationnel, c'est quelque chose qui est discuté. Ça a été évoqué tout à l'heure pour le stibène, mais je ne crois pas que ça a été démontré aujourd'hui, en tout cas pour les malformations. Merci. Merci. Il y a une trentaine d'années, il y avait eu une étude où on avait mis dans les domiciles des maisons de massifs armoricains où il y a beaucoup de radon, et on avait mis des détecteurs. Est-ce qu'on en a tiré des conclusions, en particulier sur l'augmentation des cancers au niveau pulmonaire? Moi, j'ai jamais lu ça, mais je sais qu'il y a eu des tas de détecteurs radon, parce que dans le massif armoricain, il y a énormément de radon. Est-ce que c'est une région où il y a plus de cancers? Moi, j'ai pas la connaissance d'études qui prouvent ça, mais donc, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je connais pas d'études qui apportent la preuve d'un lien entre exposition au radon et tel ou tel problème de santé. Mais après, je vous disais tout à l'heure, je suis pas le spécialiste. Bonjour. Donc, je suis Gorbanet, je suis autodidacte sur la santé environnementale, suite au décès de mon cousin il y a une vingtaine d'années. Il a fait un cancer foudroyant des testicules et il a appliqué des insecticides de contact sur les animaux. Et en plus d'être en contact avec de multiples polluants du fait de son activité. J'aimerais bien avoir un éclaircissement sur le cancérigène, mutagène reprotoxique, donc les produits utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Ceux qui sont dosés et ceux qu'on ne peut pas retrouver, d'où le perturbateur endocrinien. S'ils ne sont pas retrouvés, ils existent quand même. Et voilà, donc double question sur la mutation génétique, cancérigène, mutagène, reprotoxique et tératogène pour la femme enceinte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien... Comment vous répondre En fait, ces produits, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont classés par leur mode d'action dès le départ comme mutagènes, reprotoxiques et avec un effet en plus endocrinien. Et en fait, ils ont été classés comme perturbateurs endocriniens, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, parce que en fait, les premières découvertes d'un effet sur l'environnement, c'est via des effets sur l'effet sur les organes génitaux externes, mais en fait, ils ont un effet beaucoup plus large que perturbateurs endocriniens, et notamment cancérigènes, par un mécanisme mutagène, effectivement. Enfin, pas tous sont comme ça, mais il y en a plusieurs qui ont un effet de toxicité directement sur l'ADN, qui lui-même est un des mécanismes du cancer. Voilà, après, je ne sais pas si je réponds à votre question là, de façon... Si, effectivement, en fait, la question qui est sous-tendue, c'est pourquoi ne simplement pas dire que l'alimentation conventionnelle, en fait, est complètement polluée et que c'est vraiment à éviter pour tout le monde, enfin, qu'elle devrait être interdite. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous. Hein. Comment dire que des molécules qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques avec un effet perturbateur endocrinien n'ont pas d'effet sur la santé humaine. Mais en fait, toute la problématique vient que les industries qui produisent ces produits donnent des éléments à une agence qui s'appelle l'ANSES, indiquant que eux ont fait des études prouvant qu'il n'y avait pas d'effet. Du coup, c'est mis sur le marché. Mais c'est vrai que je suis bien d'accord avec vous. Comment imaginer que ça n'a pas d'effet sur la santé, alors que dès le départ, ça a une toxicité cellulaire in vitro. Mais en fait, pour que ça soit retiré du marché, il faut apporter la preuve que ça a un effet sur la santé. Mais c'est très, très compliqué, justement. Parce que
d'abord des molécules, vous en avez des milliers. Et si vous voulez apporter la preuve que ça a un effet sur la santé, en médecine, l'étude de base, c'est de mesurer l'incidence d'un problème de santé dans deux populations différentes. Une population qui serait exposée et l'autre qui ne serait pas. Mais bien, vous comprenez bien que personne ne va faire une étude exposant telle ou telle personne à des quantités croissantes de tel ou tel polluant. Donc ça, c'est pas possible. Mais du coup, sur un plan scientifique, c'est plus compliqué d'avoir la preuve parce qu'il faut faire des études épidémiologiques. Mais c'est très compliqué parce que, en plus, il n'y a pas de population témoin parce qu'on est tous exposés. Donc ça, c'est très complexe à faire. Mais à partir du moment où c'est ça qui est obligatoire, c'est l'élément d'avoir ces études scientifiques pour interdire ces substances, ça passe par là. Mais je suis bien d'accord avec vous que dès le départ, on n'aurait pas forcément besoin d'avoir ces preuves-là, parce que dès le départ, on peut supposer que ça ne va pas avoir un effet très bon sur la santé. Je suis bien d'accord avec vous. C'est un problème de santé publique, c'est un scandale de santé publique, comme il y a eu un scandale au niveau du tabac, au niveau de l'amiante, et vous avez vu comme il a fallu se battre pour que les choses soient régulées et que l'amiante soit interdit. Là, c'est pareil, sauf que la réglementation, comme l'a dit le docteur Isidore, c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que ce sont les industriels eux-mêmes qui fournissent les études. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, il y a une réglementation qui rentre en cours. Cette semaine, dans Le Monde, et que je lis également, il y a une commission scientifique qui a rendu un rapport à la Commission européenne en disant que c'était malsain, enfin toxique, tout ce qu'on veut pour l'humain, pour le vivant, l'environnement, l'humain, voilà. Mais la Commission européenne a demandé une étude socio-économique, donc c'est toujours la santé et puis en face les sous. Il va y avoir entre 330 000 et 1700 milliards d'euros dépensés par l'Europe pour dépolluer les sols, l'eau, la terre. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a du lobbying, les industriels bien entendu font du lobbying et c'est un scandale de santé publique, oui. Monsieur. Oui, j'avais une question parce que vous avez dit que c'est pas possible, donc sur un plan éthique, de comparer deux populations, une population à qui on donnerait des pesticides et puis une autre à qui on n'en donnerait pas. Mais il y a quand même là, dans la région très proche, Sainte-Pazanne, les cancers pédiatriques, à Mouzeuil, des bébés qui sont nés sans bras ou sans main. Donc il y a des endroits, ce qu'ils ont appelé des clusters, où c'est quand même assez localisé, où on peut se douter que c'est pas un problème nécessairement génétique, mais peut-être dû à l'environnement local, à moins qu'ils se soient tous reproduits au sein de la même famille. Mais bon, c'est quand même curieux. Donc je voulais savoir quelles avaient été les conclusions qui ont été portées sur ces clusters, puisqu'il me semblait, moi, que c'était pas uniquement la cause de l'alimentation, mais potentiellement de l'eau de consommation, et qui aurait pu impacter donc soit les enfants dans la phase anténatale, soit au moment où ils sont nés pour ceux qui ont développé des cancers pédiatriques. Mais voilà, quelle est la réglementation sur l'eau et quelles ont été vraiment les conclusions des études qui ont été faites pour ces clusters-là? Alors, il y a en fait deux types d'études. Les études épidémiologiques qui sont des grandes cohortes, ça veut dire un grand nombre de personnes, et on va observer l'émergence d'une pathologie et on va pouvoir faire des dosages de toxiques dans le sang de cette population et faire des liens en disant tiens oui effectivement là cette mère a une surexposition à tel pesticide ou tel perturbateur, etc. Et puis il y a aussi les études cas témoins où quand un enfant présente ou un patient présente une pathologie, on va doser
les différents éléments. Alors sur Sainte-Pazanne, je crois que c'est assez opaque quand même. Enfin, moi, à un moment, je m'étais intéressée à cette question. Ce que je sais, c'est que l'ARS disait qu'il n'y avait pas de cluster, donc c'était très compliqué. Et puis, il semble effectivement que ce soit par l'eau, mais moi, j'ai rien vu en m'étant penchée sur cette question. Je ne sais pas si toi, Bertrand, tu as vu quelque chose ? Non. Pour moi, il y a une étude de Santé publique France qui a conclu qu'il n'y avait pas, en tout cas, d'incidence accrue d'un type de cancer suffisamment importante pour conduire à la conclusion qu'il y avait vraiment un problème à Sainte-Pazanne. C'est l'étude de Santé publique France qui a été faite localement, mais je n'ai pas accès à des détails précis par rapport à Sainte-Pazanne, mais comme vous, ça m'interpelle, mais je n'ai pas les données scientifiques pour juger. Mais après, pour revenir à votre question, pour moi, il n'y a pas de doute scientifique sur le fait que c'est un effet négatif sur la santé. C'est juste que je vous disais, c'est un des arguments qui est donné, c'est qu'il n'y a pas la preuve. Et je vous disais, pour avoir la preuve, il faudrait faire ces études-là, d'exposer tel groupe de personnes à un polluant précis et regarder s'il y a plus de problèmes qu'un autre groupe. Mais ça, tout le monde entend bien que c'est impossible. Mais en toxicologie, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des arguments très forts, scientifiques, pour dire que c'est un effet. D'abord, du fait de leur mécanisme de départ, il y a énormément d'études qui sont faites in vitro sur des modèles in vitro. Il y en a aussi énormément sur des modèles animaux, type poissons, zèbres, etc. Donc, pour moi, le niveau de preuve scientifique, il est extrêmement fort. Et d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre comment ces industries arrivent à donner des données scientifiques, entre guillemets, montrant que ça n'a pas d'effet. Bon, on peut imaginer qu'il y a plusieurs moyens de le faire, mais c'est assez troublant quand on voit l'importance des données scientifiques par rapport à l'effet des pesticides sur le vivant. Oui, pour continuer dans votre sens, il y a eu un moment, on a parlé d'un principe de précaution. Enfin, dans ce que vous dites, j'entends qu'on a l'impression qu'il va falloir encore des décennies d'enquêtes et d'études scientifiques pour prouver la nocivité. Or, ce qui se passe, c'est un combat c'est David contre Goliath, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques que vous voyez aujourd'hui sur le plan international, comment la science est bafouée, en particulier par la première puissance mondiale, les USA. J'entends derrière moi quelqu'un qui a dit tout à l'heure mais il faut bien nourrir les gens. Alors, on va les nourrir avec quoi ? Là, on est en train d'empoisonner la population, en gros. Alors, on va apporter des preuves toujours plus flagrantes de cet empoisonnement, mais vous savez, par exemple, qu'il y a à peu près un tiers de la nourriture en Europe qui est foutue en l'air toutes les semaines. Donc, déjà, si on récupérait, on gâchait moins de nourriture, c'est une première chose. L'eau, c'est la même chose, c'est-à-dire que on continue à bazarder tout. Enfin, vous savez, hein, le niveau de pollution des sols et des eaux est alarmant, quoi. On a ici en Loire-Atlantique, il y a eu un article qui est paru il y a un an, là, en février 25, qui prouvait sur les prélèvements des stations de pompage qu'on avait atteint avec un nouveau polluant là, qui est le TFA, enfin un nouveau perturbateur. On avait atteint des niveaux extrêmement inquiétants. Je crois que la dose minimale acceptée, enfin maximale acceptée, c'était 0,3 nanogrammes, je crois, et qu'on avait 11 stations qui étaient très au-dessus de ça, notamment celle d'Ancenis qui était là au plus haut point, et c'était 2,2 au lieu de 0,3. Et nous, moi je suis à Basse-Goulaine, on avait aussi sur l'île Chaland 1,8. Quoi. Ça ne bouge pas, c'est-à-dire c'est pas
comment dire, à la fois je vous remercie beaucoup parce que c'est formidable tout ce que vous avez apporté comme données, mais on a l'impression qu'on va encore en apporter pendant des décennies. Le combat est beaucoup plus, enfin je pose la question à tout le monde, hein, je suis aussi démuni que vous par rapport à ça, mais il est sur un autre terrain, quoi. C'est-à-dire quand on se dit que des lobbies continuent à prétendre qu'on nourrit la France, non, on est en train d'empoisonner. Je suis pas parfaitement d'accord avec vous. Hein. Alors, je voudrais répondre sur 3 points. Par rapport aux polluants, là, pour dire à ce que vous dites. En fait, la problématique, c'est qu'ils sont tellement nombreux, c'est qu'il faut apporter la preuve à chaque fois pour chaque polluant. Et par exemple, si on prend l'exemple du bisphénol, un dérivé du plastique, qui était notamment par exemple dans les biberons. Il y a eu des scientifiques qui ont fait des études apportant la preuve que le bisphénol A était toxique, donc ça a dû prendre des années, etc. La preuve a été apportée et jugée convaincante. Du coup, le bisphénol A a été retiré. Mais, actuellement, il est remplacé par le bisphénol S. Et maintenant, il y a une étude qui vient de sortir, 2025, une équipe française, montrant que l'exposition au bisphénol S, ça entraîne des troubles de comportement. Mais du coup, je ne sais pas combien il faudra d'études pour enlever le bisphénol S, mais il sera retiré, il y en aura un autre. Voilà. Deuxièmement, par rapport à l'argumentation qu'il faut bien nourrir la France, alors là, je suis d'accord avec vous, d'abord lutter contre le gâchis alimentaire, et en plus, là aussi, de façon scientifique, il y a un article qui est paru aussi cette année, une étude faite en France, où il y a eu des champs qui ont été cultivés en agriculture biologique à différents endroits en France, et la productivité était identique, voire supérieure à des champs cultivants conventionnels. Donc ça, c'est un argument qui est complètement fallacieux. Et après, alors le combat, je ne sais pas, je crois que l'année dernière, il y avait Jean-Claude Roux qui était ici, qui était député de l'Atlantique. Je ne sais pas où vous savez, mais il a essayé de déposer un projet de loi cette année pour au moins, ce qui paraît le minimum du minimum, c'est arrêter d'épandre des pesticides sur les zones de captage d'eau. Il y a encore, je crois que c'est de l'ordre de 5% des zones de captage sur lesquelles il y a un épandage qui est fait. Donc, ce qu'il proposait, c'était, ce qui me semble en tout cas, moi, le minimum, et je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est d'arrêter d'épandre au-dessus. Et en fait, il n'a même pas pu présenter ce texte de loi parce que de très nombreux députés sont opposés à l'interdiction complète. Et donc il a dû présenter un autre texte de loi indiquant qu'il faudrait peut-être diminuer progressivement sur quelques années avec l'accord des préfets. Alors ça, il a pu le présenter, sauf qu'il y a eu tellement d'amendements LR et RN que, en fait, le texte n'a même pas pu être voté. Donc comme vous, aussi, on essaie de faire ce qu'on peut en tant que médecin avec nos petits flyers, mais je suis bien conscient que c'est pas suffisant, mais je ne sais pas comment agir, parce que si vous voulez au niveau national, vous voyez, quand vous proposez le minimum du minimum à l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Du coup, au niveau de après, vous passez, je sais pas, au niveau de la région, je ne sais pas, c'est sûrement que la région agit, mais je ne sais pas suffisamment dans ces domaines-là. Il y a quand même en Loire-Atlantique le département qui aide, il me semble, beaucoup pour favoriser ça, mais par exemple pour les zones de captage, le département il ne peut rien faire s'il n'y a pas un texte de loi. Donc je ne sais pas, peut-être que quand même au niveau individuel déjà par le fait de soutenir l'agriculture biologique, même si c'est plus cher, c'est vrai, mais ceci dit, ça a été montré que c'est pas plus cher de manger sainement bio que de manger avec une alimentation type occidentale non bio. Donc l'argumentation là aussi du prix, ça colle pas. Et puis après, au niveau peut-être associatif, municipal, en tout cas on peut espérer que dans certaines municipalités, peut-être qu'il y a des dispositifs comme les ordonnances vertes qui se mettent en place, etc. Mais bon, je suis bien d'accord avec vous que c'est pas ça qui changera les choses de façon majeure, mais bon, comme vous, j'ai pas d'idée qui permettrait de changer les choses de façon majeure.
Alors, au niveau de la science, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de la communauté européenne, ils allaient demander à ce que les produits soient éliminés et qu'il n'y ait pas de substances substituables. Hein. Donc il va y avoir un regroupement et ça va être non substituable. Donc on n'aura plus le droit, enfin il faut que ça passe, hein, mais c'est en discussion, on n'aura plus le droit de, hop, le bisphénol A, on le dégage, on remet du S, du F, tout ce qu'on veut. Il y a 150 composés phénoliques actuellement. Ensuite, par rapport à un cocktail de polluants, pareil, la Commission européenne a demandé à ce que la somme soit inférieure à 1 microgramme. Alors c'est 1000 nanogrammes, hein, donc c'est énorme et c'est un chiffre complètement empirique. Hein, donc bon, voilà, ça met une limite, mais le cut-off, comment on l'a, on ne sait pas. Je pense qu'effectivement, se nourrir en agriculture bio, on soutient aussi faire partie d'une AMAP, hein, on soutient les paysans, on évite que la terre soit polluée, donc pour moi c'est fondamental. Et puis il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. J'étais à une manifestation contre les néonicotinoïdes il y a un an. C'était un samedi, il y avait beaucoup de monde dans la société de consommation et très peu dans cette manifestation pour les abeilles. Voilà, Prévert dit la société de consommation est une société de sommation de cons. Donc pensez-y. Alors, par ailleurs, donc en tant que citoyen, vous pouvez aller voir vos maires. À Rennes Métropole, ils achètent des terres agricoles, ils font des bails avec des paysans et dans le bail, ils demandent à ce que le paysan cultive en bio et ils font des prix très avantageux de location et puis ils allouent donc un paiement pour services environnementaux, hein, ils ont le droit de faire ça, les municipalités, et donc ça on soutient l'agriculture biologique de sa région, qui peut être ensuite orientée vers les cantines. Il y a 20% de bio, c'est dans la loi, hein, dans les cantines, mais ça peut être plus, hein, c'est pas forcément moins. Et puis il y a 50% aussi, on l'oublie aussi, 50% de produits durables. Alors moi je sais pas bien ce que ça veut dire produits durables pour de l'alimentation, parce que quand ça dure en fait il faut le jeter, c'est moisi, c'est pas bon. Mais n'empêche qu'on a des petits leviers, mais effectivement nous en tant que médecins on peut faire de la prévention, on peut faire des choses comme ça, mais je pense que tout un chacun doit se sentir concerné par cette question-là et c'est une véritable pression qu'on doit exercer sur l'État. Merci. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, je passe à ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, déjà, de ne pas utiliser de pesticides dans ces jardins, dans ces allées. Et s'il n'y avait pas de produits en vente dans les magasins spécialisés pour ça, enfin les magasins en général, les jardineries, les rayons ont encore plein de désherbants. S'ils n'étaient pas en vente, les gens ne les achèteraient pas. Donc la solution, c'est peut-être pas aussi à chacun d'entre nous, même si vous avez un voisin qui arrose ses allées parce que c'est fait plus propre, que faire? Enfin voilà, c'est à chacun aussi, mais c'est surtout moi ce que je pense, c'est que s'il n'y avait pas de produits en vente, même celui qui voudrait nettoyer ses allées correctement, proprement, comme ils disent, eh bien il prendrait le râteau ou la binette et puis il réglerait ses herbes autrement. Moi j'avais une question toute simple. Est-ce que les parfums d'ambiance et tout ce qui est désodorisant qu'on injecte ou peut mettre chez soi peuvent générer des perturbateurs endocriniens? Ma réponse va être très courte, oui. Tout ce qui va être avec odorant qui est pas de façon naturelle va générer des perturbateurs endocriniens.
Alors, moi, je voulais juste signaler que j'ai vu un documentaire cette semaine sur Arte, notamment, qui s'appelle Tous empoisonnés. Et justement, il y avait une petite lueur d'espoir à la fin, ce qui parlait de tout ce que vous avez dit avant, effectivement, la conséquence de tous ces perturbateurs endocriniens. Et à la fin, justement, il y avait des chercheurs qui ont trouvé des plantes communes, telles que le roseau, qui fixaient en fait les bifaces, notamment, par effet de pyrolyse. Et ils étaient rendus compte que en fait, tous les bifaces étaient concentrés sur ces roseaux. Et ça évitait que ça allait dans les sols. Donc ça peut être un effet de dépolluant, c'est ce qu'ils ont commencé à faire en Belgique, justement. Donc voilà, donc il y a peut-être une petite lueur d'espoir quand même pour dépolluer un peu les sols. Voilà, ma petite note. Et puis, c'est sûr que par rapport à l'eau, on ne peut pas nettoyer l'eau avec une éponge, hein, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de ne plus mettre des produits toxiques que l'on a chez soi. Par exemple, moi, je n'utilise plus ces toilettes à l'ancienne, vous savez, où on appuyait sur un bouton et hypocritement tout partait, on ne sait pas où, et puis ça pollue, puis ensuite ça se retrouve dans la mer. Moi, j'ai des toilettes sèches, c'est tout à fait moderne, et je n'utilise pas de produits atroces que l'on retrouve dans l'eau et que l'on va boire par des circuits énigmatiques. Oui, moi excusez-moi. Du coup, moi je suis médecin généraliste dans la commune d'à côté. Je trouve ça super, toute votre intervention là, que vous êtes en train de faire, toutes vos réflexions. Et merci à nos 3 experts aujourd'hui. Je suis peut-être très utopique, mais je pense que c'est en communiquant sur tout ce qui nous arrive, qu'on va avancer des choses aussi, si ça passe pas par le national, que ça passe pas par tout ça. Je pense qu'on peut tous faire des actions individuelles et que je pense qu'on peut tous communiquer. Regardez, on est combien dans cette salle? Je sais pas, je suis pas très douée pour compter, peut-être une centaine. Et je trouve ça super, c'est une population, j'ai l'impression qu'on est plutôt représenté sur une population plutôt âgée. Parlez de tout ce que vous venez d'écouter aujourd'hui à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Hein. Je pense qu'on peut tous changer, mais qu'il faut tous en discuter. Voilà, c'était juste ça. Je pense qu'en sortant de cette communication aujourd'hui, mettons en place des choses et discutons-en, parce que moi j'en peux plus de cette réflexion tout à l'heure. Ah oui, mais comment on va faire nourrir tout le monde? Voilà, mon père il a 70 ans. Ah oui, mais après l'après-guerre, je crois que vous avez malheureusement tous manqué à manger, et du coup c'était la grande phrase là, mais comment on va nourrir tout le monde? Voilà, avec le bio on peut très bien nourrir tout le monde, et je crois qu'il faut qu'on agisse un petit peu là-dessus. Bon voilà, je suis sûrement utopiste, mais voilà, un peu d'espoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Et il me semble qu'un levier, c'est quand même la santé. Et en fait, je vous disais, moi-même, il y a 2 ans, je n'étais pas au courant de tout ça. Hein. Ce qui a changé, ce qui est en train de changer, c'est que aussi sur un plan scientifique, alors je vous ai pas mis les articles parce que c'est pas le lieu, etc., mais il y a des articles scientifiques dans des plus grandes revues, type Nature, Science, sur l'effet sur la santé de ces polluants. Et ça, c'est quand même assez récent. Et du coup, maintenant, de mon point de vue, le niveau de preuve scientifique, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit maintenant il faut prévenir. Mais ça, je pense que c'est quand même un levier important, parce que, je vous disais, les troubles du neurodéveloppement, c'est 1 personne sur 6. Les cancers, je pense que tout le monde un jour, malheureusement, enfin la plupart d'entre nous, on sera concerné par ça. Et on connaît des gens concernés. Donc, vous voyez, si vous prenez rien que les troubles du neurodéveloppement, les cancers, et puis des malformations, les fentes palatines, c'est quand même 1 enfant sur 700. Enfin, oui, c'est quand même relativement fréquent. Quand même, par ce biais-là, qui n'est pas concerné soi-même ou ses enfants par ces problèmes-là. Donc soit ça veut dire que c'est des gens qui finalement se moquent de la science ou de la santé, qui n'ont rien à faire du cancer, mais là c'est problématique pour les politiques d'être aux manettes et finalement d'avoir aucun souci par rapport à ça. Et à ce moment-là, ça pose des questions de l'importance du lobbying
en France qui est hyper puissant, parce que vous voyez, c'est par ce biais-là qu'une loi qui paraît évidente pour, je pense, tout le monde ici, ça n'a même pas pu être voté. Donc je pense que finalement, par le biais de la santé et via un effet aussi finalement, individuel, on peut espérer que ça change. Merci. C'est bon? Non. Une dernière? Je ne sais pas quelle heure il est, mais on va peut-être les libérer. Donc, je vais peut-être faire une conclusion en même temps. Donc, je vous remercie d'être venu. Donc, le débat aujourd'hui sur l'alimentation au cellier, c'était aussi l'alimentation saine et bio, fantaisie ou nécessité. Hein? C'est-à-dire que quand vous faites vos courses, vous pouvez prendre du bio, du non bio, etc. Pour les enfants, je crois que c'est une nécessité. Hein? Donc, c'est comme pour les bisphénol A qu'on a arrêté les biberons, dans les biberons. Je crois que la restauration bio au niveau des cantines, c'est une obligation pour nous, au niveau de la santé publique. C'est pas une option. C'est dans ce sens-là que j'irais. À un moment donné, il faut aussi percuter ça, percuter qu'il y a un changement là fort à faire. Il faut savoir que, juste pour information, sur notre communauté de communes, nous avons 4 prises d'eau. Celle dans ce niveau où tu parlais tout à l'heure qui avait un petit peu de problème. Il y en a 3 autres qui sont fermées. 3 qui sont fermées à cause des pesticides. Il y en avait 2 qui étaient déjà en situation un peu dangereuse. Alors les 3 autres sont, 3 sur 4 sont fermés. Juste, et je vous remercie encore. Donc Nature et Jardin, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est favoriser effectivement tout ce qui était pépiniériste bio, tout ce qui était paysan bio, parce qu'il faut les soutenir. Après le Covid, il y a eu un grand coup contre eux en quelque sorte, parce que même chez nous, il y a eu quelqu'un qui faisait du fromage de chèvre bio, on pensait que ça allait continuer. Hein. Mais en fait, non, elle a dû changer avec du mohair. Mais voilà, donc c'est fragile, quoi, les paysans bio. Il faut vraiment les soutenir.